Échantillon. Nous avions pour ce premier bloc, il pourra se poursuivre dans le prochain bloc, mais pour l'instant, je suis prêt à reconnaître une première intervention de la deuxième opposition pour un premier bloc échange. Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Bonjour aux collègues, bonjour au ministre, bonjour aux équipes. Première question pour vous, Monsieur le ministre, sur les pourboires. On en a parlé dans les dernières semaines abondamment, mais vous avez vu quand même un article de la semaine passée dans lequel on apprend qu'il est loin d'être certain que certains commerçants vont être en mesure de mettre en œuvre les nouvelles règles pour le pourboire avant le 7 mai. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que là, il y a des problèmes avec la petite machine. C'est ce qu'on lit dans l'article. Vous mettez l'application du 7 mai. Écoutez, c'est une mesure qu'on a appuyée avec vous. J'aimerais ça, par contre, savoir qu'est-ce qui se passe au-delà du 7 mai si un commerce n'a pas été capable de l'appliquer. Est-ce qu'il fait l'objet d'amende? Est-ce qu'il y a une période de grâce? Est-ce que l'application va être automatique, sévère, ou si on donne une zone tampon? Alors, non, il n'y a pas de zone tampon. Vous savez, on a adopté la loi, je pense, le 7 novembre. Et on avait laissé un délai de 6 mois parce qu'on avait eu, vous vous souviendrez, lors des consultations, des gens qui disaient de l'industrie, il faut laisser le temps de s'adapter, reprogrammer les machines et tout ça. Alors, on a été bons joueurs, malgré le fait que ça a déjà eu un effet pour avoir été à quelques reprises dans des établissements de restauration depuis le mois de novembre dernier. J'ai même pu constater personnellement que déjà la pratique de certains restaurateurs a changé, de ne plus charger le 15 % sur le prix après taxe, mais d'offrir la possibilité de laisser 15, 18, 20 % avant taxe plutôt qu'après taxe. Alors, il y a déjà des restaurateurs qui se sont conformés. Alors, à la date de l'entrée en vigueur, il y aura avis suite aux plaintes et éventuellement, si ça ne se conforme pas, Merci beaucoup. poursuite de nature pénale. Merci. Puis les poursuites, très précisément, la poursuite est de combien? Le montant de la poursuite, on pourra m'indiquer quel est le montant de la poursuite. Parfait. Je la prendrai dans quelques secondes. Je voulais vous parler des produits puis de l'affichage. Monsieur le ministre, produits québécois, produits canadiens. Il y a de plus en plus de Québécois dans le contexte de la guerre tarifaire avec les États-Unis qui souhaitent acheter local, mais c'est de moins en moins facile ou moins en moins clair toujours de savoir, là, il y a un logo Canada, il y a un logo Québec, la provenance des produits. Simplement que de connaître la provenance d'un produit, de savoir ça vient de où, c'est de plus en plus compliqué. Puis là, il y a du Canada washing. Là, on voyait les articles, là, il y a des choses qui se font prétendre comme canadiens qui finalement ne le sont pas. J'aimerais ça savoir si vous avez des plans, là, vous, comme ministre, pour protéger les consommateurs québécois face aux fausses représentations d'affichage, face à ce que sont vraiment des produits québécois ou des produits canadiens. Parce que là, on demande aux gens d'acheter local. Ils pensent qu'ils achètent local, mais c'est pas tout le temps local. Fait qu'il faudrait qu'on soit capable de les aider en ce sens. Qu'est-ce que vous avez sur votre table à dessin? En fait, c'est déjà prévu que c'est pas possible de faire de la fausse représentation. Là. C'est 222F de la Loi sur la protection du consommateur. Un commerçant ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit, prétendre qu'un bien ou un service est d'une origine géographique déterminée. Donc, l'Office de la protection du consommateur a déjà publié, fait des communications, communiqués de presse, pour informer les gens de ne pas hésiter à faire une plainte à l'Office de la protection du consommateur par rapport aux différents, je vous dirais, labels. Aliments du Québec, Produits au Québec, Fabriqués au Canada, Produits du Canada, Aliments du Canada, tout ça. C'est important que ça soit affiché clairement et qu'il n'y ait pas de doute sur l'information qui est véhiculée. Alors, c'est le ministère de l'Économie, du Développement économique qui gère le label Aliments du Québec. Cela étant, il y a des normes qui sont prévues pour fabriquer au Canada, produits au Canada, mais la représentation trompeuse est interdite. Puis il y a des dispositions pénales qui peuvent s'appliquer. Merci beaucoup. Évidemment, mais là, on voit que la réalité est un petit peu différente. Là. Vous l'aviez travaillé, vous aussi, là, dans le dernier projet de loi sur l'affichage. On avait travaillé aussi à simplifier les choses pour le consommateur, à ce qu'il puisse vraiment savoir quand c'est un rabais, quand c'est pas un rabais. Bref, on a quand même travaillé sur ces éléments-là. Là, tu sais, le consommateur d'aller tester ou de vérifier la provenance de certains produits, certaines composantes du produit, certains éléments du produit. Moi, je vois là clairement quelque chose d'utile où l'Office peut nous aider, où les Québécois et Québécoises pourraient véritablement savoir. Fait que je le sais, là, vous avez la disposition pénale,
Et là, vous avez été pas mal plus loin que des dispositions pénales, puis vous avez été proactif dans plusieurs autres dossiers. Je me demande s'il n'y a pas là quelque chose qui pourrait vous intéresser, puis si on ne pouvait pas travailler tous ensemble. Est-ce que les Québécois et Québécoises qui demandent à acheter local puissent véritablement le savoir avec un drapeau, avec un logo, avec une vérification, qui soit pas mal plus simple que d'aller décortiquer la liste des sous-produits, ingrédients, etc., là, que finalement les gens en épicerie ou ailleurs, un petit peu partout, ne sont pas toujours à même de le savoir. Fait que avez-vous, ma question est simple, avez-vous une ouverture à regarder ça? Êtes-vous ouvert, M. le ministre? Bien, nous, on est beaucoup sur l'affichage. On travaille en collaboration avec les partenaires. Puis vous savez, notamment depuis les tarifs, il y a une forte demande des consommateurs pour des produits qui sont locaux, ce qui est une bonne chose. Et fabriqués ou produits au Québec, fabriqués ou produits au Canada. Alors, on travaille en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, mais je retiens votre suggestion. Aliments du Québec, c'est clair, on ne se trompe pas quand il y a l'affichage, mais je réitère que si les gens ont des doutes, ils peuvent appeler à l'Office, puis ils vont analyser est-ce que ce sont des représentations trompeuses ou non. D'ailleurs, juste sur la question des prix, lorsqu'on est venu faire le projet de loi, on est venu clarifier grandement cet aspect-là d'affichage des prix, justement, pour de la clarté. Alors, la majorité, je vous dirais, des épiciers, au niveau de la provenance, c'est assez clair pour ce faire, mais il y a toujours place à amélioration. Sur votre question de quelles sont les sanctions rattachées aux terminaux de paiement qui ne respectent pas, l'infraction, l'amende minimale est de 2 500 dans le cas d'une personne physique, puis 5 000 dans les autres cas. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais ça vous parler aussi de réservation non honorée. Vous en avez parlé récemment, les no-shows, mais on va utiliser le bon mot en français. Réservations qui ne sont pas honorées en restaurant. Vous avez fait un projet de règlement qui a été prépublié. Et là, vous allez voir à émettre tout ça en juillet. Vous avez aussi beaucoup de communication, de réflexion, de gens qui ont dit, bon, vous avez fixé à 10 $. Il y en a qui ont parlé plus ou suggéré davantage 20 $. Est-ce que votre réflexion évolue ou si vous êtes fixé sur le 10 $ puis c'est ça qu'on va voir comme application? Bien, écoutez, le processus réglementaire qui est prévu, c'est une prépublication à la Gazette officielle de 45 jours. Donc, je l'ai annoncé en collaboration avec le ministre délégué à l'économie. Donc, la prépublication doit se terminer, je pense, au mois de... le 3 mai. Mai? Oui, le 3 mai. Et là, on va prendre acte des commentaires. On va les analyser, les commentaires qu'on a reçus, puis on va faire connaître notre décision par la suite au niveau de l'édiction du règlement. Mais chose certaine, moi, je trouve que le montant, c'est un montant qui était dissuasif. Alors, j'ai entendu les commentaires de part et d'autre, puis on va faire l'analyse de tout ça, mais je pense que c'est important d'envoyer un message, d'honorer cette réservation. Merci beaucoup. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, M. le ministre, puis vous avez légiféré. Puis là, je vous ai vu arriver tantôt avec vos multiples chargeurs. Là. Vous étiez en train de brancher votre iPhone, vous étiez en train de brancher vos affaires. Quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles sur le fameux chargeur universel? Quand est-ce qu'on va avoir l'application du règlement suivant vos modifications législatives du PL 29? Le chargeur universel, c'est dans le cadre du projet de loi 29? 29. Alors, c'est notre souhait d'aller de l'avant. Alors, l'Office analyse de quelle façon elle va mettre ça en vigueur pour avoir un chargeur unique. On est dans un modèle d'affaires nord-américain. Alors, on s'est donné le pouvoir, là, c'est l'opérationnalité, mais moi, je souhaite que ça soit le plus rapidement possible pour faire en sorte, justement, qu'on puisse avoir une prise unique pour brancher un chargeur unique, parce que ça, honnêtement, c'est du gaspillage de ressources. Autrement dit, vous voulez le faire, on est tous d'accord pour le faire, mais là, avec l'industrie, c'est pas si simple que ça, si je comprends bien. Et donc, de rationaliser et d'aller faire, de s'entendre sur un modèle unique de chargeur unique avec l'ensemble des partenaires, ça, c'est un petit peu plus compliqué que notre intention législative. Je comprends-tu bien? Ou? C'est pas simple. En Europe, ils ont réussi. Fait qu'on regarde comment ils ont fait en Europe aussi. Puis, vous savez, les relations canadiennes aussi nous aident à faire ça, à avoir des contacts avec les autres entités fédérées aussi, parce que... Puis là, on est en discussion aussi pour le marché canadien, pour limiter notre dépendance aux États-Unis, ouvrir des nouveaux marchés aussi. Fait qu'on on est dans un moment
où la simplification des choses est à l'ordre du jour. Alors, je pense qu'on est dans la bonne direction. On voit ça, on veut voir ça, ou votre souhait communiste, là, c'est de voir ça d'ici la fin de votre mandat, je devine. Le plus rapidement possible. Donc oui, d'ici la fin de votre Le mandat. plus c'est votre rapidement souhait. possible. Excellent. Je ne sais pas sous quel chapeau vous le prendre. Là, je voulais vous le poser hier, là, je vais vous le poser aujourd'hui. Changement d'heure, parce que comme consommateur, ça nous intéresse de savoir à quelle heure ça va fermer, finalement. C'est quoi les prochaines étapes sur ce dossier-là? Vous avez eu la consultation publique, les Québécois vous ont répondu massivement. On s'en va où avec ça? Oui, les Québécois ont répondu massivement. Puis c'est pas... c'était plus de 200 000 Québécois, je pense, qui ont répondu. Tout près de 200 000 Québécois qui ont répondu. Bon, il y en a peut-être certains qui ont voté 2 fois, comme M. Dufort, mais cela étant dit, l'intégrité du processus, on a eu une diversité d'opinions à ce niveau-là. Ce que les Québécois nous ont dit, c'est on veut arrêter le changement d'heure. Alors, on part avec ça. On va consulter aussi des acteurs de la société civile pour avoir leur point de vue. Puis vous savez, c'est beaucoup réclamé par beaucoup de citoyens, puis pas juste au Québec aussi. Alors, on souhaite toujours aller de l'avant avec la fin du changement d'heure. Est-ce que c'est une question un peu comme les chargeurs universels, qu'on peut bien avoir l'intention législative, mais que tout seul au monde, ça va être un petit peu compliqué, puis ça vous prend aux ensembles des partenaires des autres provinces et ailleurs, ou c'est une question différente? Non, ça ne prend pas l'ensemble des partenaires pour réaliser ça. On est dans un environnement qui est tout de même concurrentiel. Vous savez, on souhaite augmenter nos échanges commerciaux, notamment avec l'Ontario. Alors, je pense que ce serait une bonne chose qu'on soit à la même heure, là, le bloc Québec-Ontario. Mais vous savez, déjà au Nouveau-Brunswick, vous franchissez le pont, puis c'est 1 heure plus tard. Alors, rien n'est impossible, mais il faut juste bien y réfléchir parce que lorsqu'on fait un changement de cette nature-là, bien, ça a des impacts aussi. Mais clairement, les gens sont affectés par le changement d'heure, puis ils nous disent, bien, arrêtez de faire le changement d'heure. C'est ça votre prochain projet de loi, M. le ministre? Si c'est le prochain, bien, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, Eh bien là, on profite de votre présence. Là. Je vous dévoilerai pas tout ça, là, mais on va avoir une belle année ensemble. Encore. Hier, vous m'avez parlé de justice, la table justice qui va faire un projet de loi. Là, vous me parlez de quand même le changement d'heure. Est-ce que vous avez quelque chose aussi en protection du consommateur avec l'Office d'ici la fin de votre mandat? Bien, vous savez, l'ensemble des parlementaires ici aiment ça travailler, puis on travaille fort, puis on va continuer à travailler. Puis vous aussi, vous travaillez fort. Fait que, faut avancer les affaires. Mais en protection du consommateur, oui. On a quelque chose aussi. C'est pas votre dernier, là, celui qu'on a travaillé récemment avec l'affichage. Vous avez d'autres choses qui s'en viennent. On a toujours plein d'idées pour améliorer la protection des consommateurs. Donc, bien entendu, on ne peut pas tout faire en qu'une seule année. Donc, on va demander aux Québécois de nous donner un autre mandat pour améliorer la protection des consommateurs. Là-dessus, ça va être plus laborieux. Il reste 1 minute 25. Oui. Alors, la collègue en a parlé tout à l'heure, l'entreprise Rainbow a fait l'objet de plusieurs reportages. J'avais souligné tantôt, effectivement, les articles sont clairs que vous avez fini par suspendre le permis. Je me demande quand même, parce que les articles étaient assez effarants, là, puis avec le nombre de plaintes, on parle de plus d'une centaine de plaintes. Essentiellement, puis là, je vais vous questionner, puis vous allez voir qui répond, mais comment ça se fait qu'on doit se rendre à une centaine de plaintes, puis qu'on doit se rendre à des reportages pour que finalement le permis soit suspendu? Il me semble que vous avez beaucoup de pouvoir, puis on devrait arriver un petit peu plus en amont. Je pense à d'autres entreprises qui font l'objet de reportages actuellement où il y a 2, 3, 4 plaintes. Pourquoi ça prend 100 plaintes et autant de délais avant qu'on puisse suspendre un permis? Bien, l'Office est proactif. La démonstration de ça, c'est que le permis a été suspendu. Donc, il y a également une gradation des sanctions dans les démarches de l'Office. Parce que, règle générale, bon, dans ce cas-là, c'est une entreprise qui est récalcitrante, puis c'est pour ça que le permis a été suspendu. Mais à l'Office de la protection du consommateur, ce qu'on tente de faire, c'est de changer les comportements. Fait que dès le départ, c'est pas uniquement juste la sanction pénale qu'on vise. Il y a une entreprise qui commet une infraction, sanction pénale. On tente de changer le comportement pour 10 secondes. Pour assurer la conformité. Et par la suite, s'il n'y a pas de conformité,
on s'en va vers l'infraction pénale, suspension des règles du Merci permis beaucoup. administratif.